Saga présente La mythomane du Bataclan de Alexandre Kaufmann et lu par Chloé François. L'enquête à l'origine de ce livre s'est déroulée entre 2020 et 2021. L'auteur a recueilli des pièces de procédure judiciaire, des échanges sur les réseaux sociaux, ainsi que le témoignage de nombreuses personnes. Les prénoms ou pseudonymes Facebook de certains intervenants ont été modifiés afin de préserver leur anonymat. On dirait que les gens sont envieux du malheur qui nous arrive. Christine Villemain. Chapitre 1. Black Widow Grib. Le 14 novembre 2015, quelques heures après les attaques terroristes qui ont frappé Saint-Denis et le centre de Paris, un compte Facebook, Flo Kitty, laisse un message sur le mur d'un certain Black Widow Grib. « Courage, je pense à toi, tiens bon ». 4 jours plus tard, le même compte poursuit ses encouragements. « Grosse pensée, hâte que tu ne sois plus en réanimation ». La nuit où ces mots apparaissent sur les réseaux sociaux, le raid prend d'assaut un immeuble de Saint-Denis, tuant Abdelhamid Abaoud, le commandant opérationnel des attentats. Black Widow Grib, intubé sur son lit d'hôpital, ignore tout de cet épilogue. Les médecins l'ont plongé dans un coma artificiel. Flo Kitty ne continue pas moins de publier des messages sur son mur. « 1 semaine déjà. On me donne de tes nouvelles. Elle est longue cette attente. Lâche pas. » Chapitre 2. Life for Paris. Le 1er décembre, 2 semaines après les attentats, une jeune assistante maternelle lance un appel sur Facebook. « Je m'appelle Maureen. J'étais au Bataclan avec mon mari le soir du 13 novembre. Nous faisions partie des rescapés, non blessés, mais marqués à vie par ce qu'il s'est passé ce soir-là. Si je parle ici, c'est pour m'adresser à vous, vous qui étiez dans la salle. Nous sommes plus de 1000 à être sortis de cette salle, plus de 1000 personnes pour qui les choses ne seront plus jamais exactement les mêmes. Je sais que nous avons encore des choses à nous apporter. Le monde nous a montré son soutien par le slogan « Pray for Paris ». Je propose de créer la continuité « Life for Paris », association de dialogue et de soutien où toute personne rescapée de ces événements trouvera une place. Vive le rock, vive la liberté, vive Paris, et surtout, vive la vie. Près de 2000 personnes commentent cet appel. Le compte Flo Kitty est parmi les 20 premiers à réagir. Très belle initiative. Un ami de longue date vient de sortir du coma. Le message se termine par un smiley triste. Face au succès de son appel, qui rallie aussi les victimes du Stade de France et des terrasses, l'assistante maternelle crée une page secrète pour que les rescapés du 13 novembre puissent échanger à l'abri des regards indiscrets. Flo Kitty la rejoint dès le 8 décembre. « Hello ! Tout d'abord, merci à Maureen pour ce groupe. Je n'étais pas au Bataclan ce soir-là. Je suis une impliquée. Mon meilleur ami, mon pilier, est toujours hospitalisé. Il est sorti de réa depuis quelques jours, mais reste intubé. C'est dur, très dur. » À une survivante qui l'encourage, Flo Kitty précise « Je soutiens mon ami et son fils du mieux que je peux. Il a été touché à l'abdomen et aux jambes. Ce sera long pour lui. » Témoignages et avis de recherche affluent sur la page secrète qui compte bientôt plusieurs centaines de membres. Beaucoup de victimes cherchent encore à mettre un nom sur les personnes qu'elles ont aperçues dans la confusion des attaques. Qui était allongé à mes côtés sous le bar du carillon? Qui a attrapé comme moi un des médiators lancés par le guitariste des Eagles of Death Metal? Qui ai-je aidé à se relever dans la fosse du Bataclan? Qui m'a prêté sa couverture de survie sur un trottoir du boulevard Voltaire? La page sert aussi de plateforme d'entraide. Les survivants sont orientés vers des psychologues, épaulés dans leurs démarches administratives ou simplement écoutés quand ils en ont besoin. Au-delà de ce havre numérique, un pays tout entier essaye de reprendre son souffle face aux attentats les plus meurtriers de son histoire. 130 personnes ont perdu la vie. Plus de 400 ont été blessés. Chaque Français tente de communiquer avec les victimes, se trouvant un ami ou un ami d'amis qui était au Stade de France, sur les terrasses, au Bataclan. Chacun se dit qu'il aurait pu y être. La nation cherche à se rapprocher des attaques, quand les rescapés, eux, ne songent qu'à s'en éloigner. Sur la page secrète, Flo Kitty ajoute de temps à autre un like aux interventions d'un certain Cédric R.
Cet ancien ambulancier de 27 ans prenait un verre au Bataclan Café le soir du 13 novembre. Il a vu les terroristes entrer dans la salle de concert et, quelques instants plus tard, les premières victimes fuir en sens inverse. Ce jeune homme livre sur le forum de Life for Paris un témoignage détaillé de sa soirée. J'aperçois un type sortir en courant de la porte principale, avec sa jambe qui dégouline de sang. Il a pris 2 balles dans sa cuisse et s'effondre au niveau de l'arbre face à l'entrée, de l'autre côté de la rue. Je me rappelle très bien. Un arbre très fin comparé aux 2 autres situés de part et d'autre. Je fonce vers lui sans réfléchir et le relève en passant son bras gauche autour de mon cou. À peine nous étions debout, j'aperçois face à moi cette femme enceinte qui courait depuis le hall et qui, posant son pied sur le bitume du trottoir, reçoit une rafale dans le dos. Cette rafale qui nous était destinée. Le jeune homme ne se remet pas d'avoir laissé entrer les tueurs au Bataclan. Dans l'intimité de la page secrète, les rescapés lui font parvenir des messages de soutien. Cédric R. les remercie. Ces mots lui font un bien fou et apaisent son sentiment de culpabilité. Des rencontres entre survivants s'organisent à Paris. Ils se retrouvent dans des bars près de la place de la Bastille. Autour d'un verre, souvent plusieurs, ils se donnent l'accolade et reviennent sur la nuit des attaques. Si Flo Kitty ne participe pas à ces rendez-vous, Cédric R., lui, n'en manque aucun. Il boit comme un évier, pleure, multiplie les câlins fraternels. L'ancien ambulancier n'épargne aucun détail à ses compagnons. Le soir du 13 novembre, leur raconte-t-il, en voyant les terroristes devant le Bataclan, je me suis d'abord dit que c'étaient des racailles qui cherchaient l'embrouille avec les vigiles. Je lâche un « Roll et cassos !» Cédric ne quitte jamais le jean qu'il portait le soir des attentats. Ne l'ayant pas lavé, il exhibe la tache de sang qui macule le denim à hauteur de la cuisse. Derrière son ordinateur, Flo Kitty se dit impatiente de participer à ces réunions. « J'espère vous rencontrer bientôt. Ce groupe m'aide car je me sens moins seule. » En attendant, elle assiste la fondatrice de Life for Paris à distance dans l'accompagnement des rescapés sur le forum. Sa participation est appréciée. N'étant pas une victime directe, elle sait garder la tête froide, sans oublier de faire preuve d'empathie. Plusieurs survivants saluent sa gentillesse sur la page secrète. Elle se sent bien au sein de cette communauté. Et puis, l'état de Black Widow Grib s'améliore. Chaque jour, elle lui rend visite à l'hôpital. Après avoir été extubée, son amie s'est enfin décidée à parler de l'horreur vécue. Au début du mois de janvier, elle annonce qu'il a l'intention de rejoindre le forum. Lui aussi a besoin de reconstituer le puzzle. Il était venu seul au concert, mais connaissait des gens sur place. Il m'a dit qu'il revenait du bar quand les tirs ont commencé. J'ai lu presque tous vos témoignages et j'ai beaucoup pleuré. C'est un de mes meilleurs amis. Je me sens tellement impuissante face à sa souffrance. L'afflux de nouveaux arrivants sur la page secrète incite l'équipe des médiateurs, dont Flo Kitty fait partie, à installer un filtre de sécurité. Certains craignent que des journalistes en quête de confidence tentent de s'y infiltrer. D'autres, sous l'effet du stress post-traumatique, redoutent que des terroristes investissent le forum pour retrouver leurs traces et achever leur besogne. Un filtre est mis en place à la fin de l'année. L'envoi d'une place de concert en date du 13 novembre pour les Eagles of Death Metal suffit à l'admission. Le dispositif reste discret afin de ne pas décourager les rescapés, dont certains peinent encore à s'accepter comme victimes. Au fil des semaines, la répartition des tâches entre bénévoles se précise. Flo Kitty demande à travailler au recueil des témoignages. Sa distance avec les événements est à nouveau perçue comme un atout. Flo Kitty et Catherine B., une archiviste photo rescapée du Bataclan, sont ainsi chargées de collecter et de classer les récits des victimes. Les 2 femmes, officiant à distance, décident de les trier par lieu. Le Stade de France, les 6 terrasses, le Bataclan. La salle de concert est elle-même divisée en une dizaine de sous-rubriques. Fosse, balcon gauche, balcon droit, bar, régisson, stand, loge gauche, bureau, toit, cave, toilette. D'un témoignage à l'autre, Flo Kitty découvre les faits minute par minute, scène par scène, apprenant à les connaître aussi bien, sinon mieux, que les policiers chargés de l'enquête. Les 2 bénévoles mesurent combien la mémoire des victimes peut être labyrinthique. Les récits sont souvent parcellaires, parfois même incohérents. Au Bataclan, Jérôme S. est ainsi persuadé d'avoir gravi plusieurs marches en rampant.
Au regard de sa position et du plan de la salle, il admet un peu plus tard que ce parcours est improbable, s'avouant mauvais témoin. Stéphanie Z, elle aussi rescapée du Bataclan, a assisté au début de l'attaque sans avoir le son. Son esprit a ensuite traversé un trou noir, comme si elle passait dans le tambour d'une machine à laver. La jeune femme n'a retrouvé le fil de sa mémoire que 10 minutes plus tard, à l'extérieur de la salle, dans le passage Amelot. Catherine B, l'archiviste photo, prend régulièrement des nouvelles de Black Widow Grib auprès de sa coéquipière. Elle propose de lui rendre visite à l'hôpital en compagnie d'autres rescapés. « Tu penses que ça lui ferait plaisir qu'on vienne le voir ?» demande-t-elle à Flo Kitty. « Ici, il n'a que son fils et moi, » répond la bénévole. Il a eu le nerf sciatique sectionné. Son moral est en montagne russe. Ils envisagent une greffe. Je pense que les visites lui feraient du bien. Le groupe est tellement génial. Elle lui confirme quelques jours plus tard que son ami est partant pour les visites. Ça se présente bien, se réjouit-elle. Le 7 janvier, Catherine B lance un appel sur la page secrète. Encore de trop nombreux blessés dans les hôpitaux doivent trouver le temps long. La solitude doit peser. Je vous propose une hospitalothérapie. Greg, alias Black Widow Grib, ami de Flo Kitty, est à l'hôpital Pompidou. Il va malheureusement y rester quelque temps. Je propose qu'on aille le voir pour le soutenir et être présent physiquement. Ça peut lui faire du bien. Il rejoindra le groupe plus tard. Qui pourrait être dispo ? Plusieurs membres du forum répondent à l'appel. Ils tombent d'accord sur la date du 16 janvier, à 14h30. Flo Kitty valide le rendez-vous. Oui, 14h30 c'est bon. Même si elles travaillent à distance, Catherine et Flo Kitty apprennent à se connaître. L'ami de Black Widow Grib commence à se confier. Life for Paris me rebooste pour mon activité pro. Je suis styliste modéliste. Depuis 18 mois, je galère avec une maladie rare, mais je suis bien suivie. Et puis, j'ai un petit ami en or, même s'il est à 9000 km d'ici, à Los Angeles. Je vais le rejoindre là-bas après mes soins. On doit se marier. Dans la vie, j'ai compris qu'il fallait se faire plaisir. Son fiancé est lui-même un proche de Greg. Le dimanche 10 janvier, en hommage aux victimes des attentats de 2015, une cérémonie est prévue sur la place de la République. Le président François Hollande doit y planter un chêne du souvenir. Plusieurs membres de Life for Paris ont annoncé leur présence. Parmi eux, personne n'a encore rencontré l'ami de Greg, pas même Catherine. L'avant-veille de l'événement, Flo Kitty sonde sa coéquipière. « Est-ce que tu vas à République dimanche ? Moi, je n'ai pas d'invitation. » Catherine lui en fait parvenir une par Messenger. « C'est super sympa !» la remercie Flo Kitty. « Ça me permettra de rencontrer un peu tout le monde, car pour l'instant, je n'ai pas franchi le pas. » Entre-temps, Greg a annulé la visite prévue à l'hôpital. Il ne se sent pas encore prêt. Chapitre 3. La perruque de Florana. Greg manque rarement les soirées du mardi soir au Gibus. À la fin des années 1980, la salle de concert parisienne est un haut lieu de la scène glam metal, sous-genre du heavy metal alors en plein essor. Les chevelures peroxydées tombent sur les épaules, y compris sur celles des hommes, qui portent des foulards et des bottes à hauts talons. Leurs ongles sont vernis, leurs visages couverts de fond de teint. Dans la rue, à travers des nappes de fumée bleue, les passants se retournent pour observer ces silhouettes androgynes. Les fans de glam, eux, sont ravis d'accrocher le regard des badauds conformistes. L'un de ces mardis soirs, approchant du Gibus, Greg reconnaît les cuirs strassés du chanteur et du guitariste des Libertine Lips. Il les a rencontrés quelques années plus tôt au concert de Motley Crue, groupe culte du glam. Depuis, Manu et Raph sont devenus comme ses grands frères. Abordant juste la vingtaine, Greg a 2 ou 3 ans de moins qu'eux. Il joue de la batterie avec des amis de son âge. Enfant du 15e arrondissement, il a découvert sa vocation à la fin des années 1970, en voyant le batteur de Kiss à la télévision. Sa mère, qui l'appelle affectueusement Gribouille, l'encourage dans sa veine musicale. À 13 ans, il s'achète une batterie en travaillant l'été dans une boutique de fringues. Comme les Libertine Lips, il veut conquérir la scène glam. Comme le batteur de Kiss, il veut s'envoler dans les airs, au-dessus de la foule, dans une débauche de flammes et de confettis. Alors que la nuit n'est pas encore tombée,
les 3 amis voient arriver des membres du groupe Teasing Babes. Eux aussi sont glamouzes, fans de glam, jusqu'au bout des ongles. Leur formation bénéficie d'une petite notoriété parmi les initiés. Une jeune femme de maison Alfort les accompagne. Elle se présente comme leur manageuse. Greg la connaît vaguement. Il l'a aperçue ici, au Gibus, mais aussi au Grillon, un club hard rock de Limours, dans l'Essonne. Elle a à peu près son âge, 18 ans, et se fait appeler Florana. Surmaquillée, couverte de paillettes, elle est obligée de porter une perruque, tant les teintures et les peroxydations successives lui ont abîmé les cheveux. Quelques trashers sont aussi présents devant les grilles du Gibus. Ils se mêlent aux glamouzes, sans heurte, même s'ils raillent volontiers les succès commerciaux de Kiss, Poison ou Motley Crue. Le thrash metal se veut plus rapide, plus violent, plus engagé. L'opposition au bas de la rue du Faubourg du Temple est surtout théorique. Les 2 bandes se sentent appartenir à une même famille, celle du heavy metal. Seuls les plus fiers cherchent parfois l'affrontement. Ce soir-là, avant d'entrer dans la salle de concert, Florana prend de haut une trasheuse. Les 2 femmes s'échangent des mots vifs. Une bagarre s'engage aussitôt. Florana est ruée de coups. On hurle. On essaye de les séparer. Les bras et les sacs à main s'en mêlent. Greg aperçoit la perruque de Florana voler dans les airs. La tracheuse, épaules rentrées, s'éloigne. La glamouze de Maison Alfort, elle, est à terre. Quelques personnes l'aident à se relever. Un ami de Greg lui rend sa perruque. Florana semble perdue, comme si elle s'était absentée pendant l'assaut. Chapitre 4. L'Indiana Café. Est-ce que tu connais les gens du groupe ? Moi, personne. La veille de la cérémonie, Flo Kitty envoie des messages inquiets à sa coéquipière Catherine B. Elle appréhende la rencontre avec les autres bénévoles, son premier rendez-vous en chair et en os. Faut-il arriver en avance place de la République ? Ne risque-t-elle pas de déranger les victimes ? Comment va-t-on la reconnaître ? Je suis blond platine rose, précise-t-elle. J'aurai sûrement une queue de cheval haute et un poncho noir avec un bord léopard. Le dimanche 10 janvier, Catherine accepte de la retrouver seule à seule avant la cérémonie. Aux alentours de 9h30, une femme aux cheveux coiffés en coque sort de la bouche du métro Strasbourg-Saint-Denis et s'avance vers le café de la Porte Saint-Martin où l'attend sa coéquipière. Catherine la repère rapidement et la présente aux bénévoles de Life for Paris. Voilà Florence, elle nous aide sur le forum. Flo salue discrètement les rescapés. Elle hésite à se joindre à eux. La petite assemblée, une dizaine de personnes, la rassure. Elle est la bienvenue. Greg, son meilleur ami, est un survivant. Ils partagent leur sort, et elle aussi par ricochet. Le groupe rejoint la place de la République. Un imposant dispositif de sécurité filtre l'accès à la cérémonie. Flo Kitty et les autres membres de Life for Paris présentent leur invitation. On fouille leurs sacs avant de les laisser accéder à l'espace réservé aux survivants. Quelques minutes plus tard, François Hollande dévoile une plaque au pied de l'arbre du souvenir, à la mémoire des victimes des attentats terroristes de janvier et novembre 2015, à Paris, Montrouge et Saint-Denis. Ici même, le peuple de France leur rend hommage. Flo Kitty se tient en retrait. Elle semble mal à l'aise, comme si elle craignait de troubler la cérémonie. 2 élèves du conservatoire d'art dramatique lisent un texte de Victor Hugo. Paris est la ville sacrée. Qui attaque Paris, attaque le genre humain. La place est rendue au public. Sous un ciel laiteux, les Parisiens déposent des bougies, des fleurs, des pancartes au pied de la statue de Marianne. Un crachin hivernal commence à tomber sur l'esplanade. Les bénévoles de Life for Paris se replient vers l'Indiana Café. Assise au chaud sur les banquettes Havane de l'établissement, Flo se détend. Dehors, il pleut désormais à verse. Elle remercie le groupe de l'avoir acceptée sur le forum. Avant l'appel de Maureen sur Facebook, elle se sentait isolée. Son entourage ne la comprenait pas. Elle n'était pas blessée. On ne l'avait pas menacée. Pourquoi aurait-elle eu besoin de soutien ? En tant que victime collatérale, elle était condamnée au silence. Au début du mois de décembre, lorsqu'elle a découvert le poste de Maureen, elle se trouvait à l'hôpital Georges Pompidou, où Greg subissait une intervention chirurgicale. Elle a aussitôt répondu à l'appel. Life for Paris, explique Flo, l'aide à lutter contre son sentiment de culpabilité.
Elle ne se pardonne pas d'avoir été absente le 13 novembre. Elle a assisté à des centaines de concerts au Bataclan. Pourtant, le soir des attentats, son amie n'a pas pu compter sur elle. La veille, migraineuse, elle s'était couchée à 18h chez sa mère, dans un quartier résidentiel de Maison-Alfort. Le lendemain, en se réveillant, elle a découvert les attaques et fondu en larmes. Elle se sentait personnellement visée par les attentats, peut-être en raison de ses origines juives, et aussi parce que les terroristes avaient touché le cœur de son univers, celui de la musique et du spectacle. Elle a aussitôt pensé à Greg, son meilleur ami, régisseur intermittent. Elle a essayé de l'appeler. Son téléphone était coupé. Son compte Facebook, lui non plus, ne répondait pas. Flo ne s'est pas vraiment inquiétée. À sa connaissance, son ami n'avait pas de mission prévue au Bataclan. C'était juste un couche-tard. Il devait dormir. Dans la matinée du 14 novembre, elle a vu défiler des avis de recherche sur Facebook. Des visages familiers, comme celui de Thomas Hayad, du label Mercury, ou celui de Guillaume Decher, journaliste aux Inrecuptibles. Des amis ou de simples connaissances. À 14h, toujours sans nouvelles de Greg, elle s'est mise à paniquer, appelant les hôpitaux de Paris un par un, entreprise que le chaos ambiant rendait incertaine. À 22h, après une longue attente, son fiancé Manu l'a appelée depuis la Californie. Il lui a appris que leur ami était en réanimation à l'hôpital Georges Pompidou, plongé dans un coma artificiel. Le fils de Greg, âgé de 17 ans, avait bien essayé de prévenir Flo dans l'après-midi, mais il ne trouvait plus son numéro. L'adolescent avait alors pris contact avec Manu. C'est donc un appel venu de Los Angeles qui l'a éclairé sur la situation. Sous les conduits d'aération apparents de l'Indiana Café, Flo s'étonne encore que cette nouvelle ait transité par les États-Unis. Les 2 premières semaines, Greg flottait entre la vie et la mort. Les infirmières ont conseillé à Florence de lui parler, même s'il était inconscient. Elle a péroré dans le vide pendant des heures. Tous leurs souvenirs en commun depuis leur rencontre, en 1988, y sont passés. Elle se sentait conne et impuissante à parler seule. Lorsque Greg est enfin sorti du coma, au début du mois de décembre, il s'est enfermé dans le déni, refusant de revenir sur la nuit du 13 novembre. Il prétendait que sa mémoire lui faisait défaut. Seules quelques images surnageaient. Il voyait la fosse sous les premiers tirs. Il se voyait revenant du bar, un verre à la main. Il voyait des gens tomber autour de lui. D'une semaine à l'autre, les souvenirs ont refait surface. Aidé par un psychologue, Greg a enfin accepté de parler du 13 novembre. Flo l'a accompagné dans cette épreuve et continue aujourd'hui de le faire. Elle a le sentiment que son ami a changé. Il paraît moins je m'en foutiste, moins égoïste aussi. Les messages de soutien qu'il a reçus sur le mur de son compte Facebook, en plus de le toucher, l'ont fait réfléchir. L'esprit de Life for Paris, sa bienveillance, son souci de l'autre, lui ont apporté un nouveau souffle, aux antipodes du nombrilisme si répandu sur la scène musicale. Aux bénévoles qui l'entourent, Flo confesse qu'elle a changé elle aussi. Comme son amie, elle se préoccupe moins de son ego et prend davantage soin des autres. Life for Paris est devenue sa deuxième famille. Une famille de cœur, où l'on se comprend d'un mot. En tant que bénévole, elle a pu mesurer combien la page secrète était précieuse pour les rescapés. Ils peuvent s'y exprimer en toute liberté, sans peur d'être jugés. Flo est prête à s'investir corps et âme pour soutenir les survivants dans cette épreuve, même si une maladie la vide progressivement de ses forces. Depuis 1 an, elle souffre du syndrome de Cushing, un dérèglement des glandes surrénales. Les symptômes sont particulièrement disgracieux. Visage rond, vergeture, pilosité débridée. Cette pathologie explique son excès de poids. Les médecins parlent de silhouette cushingoïde. Flo Kitty ne veut pas ennuyer l'équipe de Life for Paris avec sa maladie. Ils ont d'autres soucis. Pour les distraire, elle leur parle de musique. Plus âgée que les autres bénévoles, qui ont pour la plupart une trentaine d'années, Flo est une encyclopédie du rock. Elle peut citer la date d'un concert des Moody Blues à la fin des années 1960. Commenter le tournant rétro de Queens of the Stone Age, ou encore revenir sur l'enfance du chanteur des Guns N' Roses dans l'Indiana. Il y a un nom qu'elle place au-dessus des autres, celui de Tiger Tails, un groupe originaire de Cardiff, au Pays de Galles. Son sein gauche est frappé d'un tatouage aux couleurs de ses héros du glam. Le rock, explique-t-elle, a bercé son enfance. Sa mère était Roddy, du nom de ces techniciens qui accompagnent les groupes sur les tournées. Avec cette éducation, Flo a pris de l'avance. À 20 ans, elle manageait déjà des formations de glam metal. Teasing Babes, Sleazy Angels, Libertine Lips.
Elle s'occupait de leur image, planifiait les répétitions, organisait les déplacements. Des virées mythiques. Ils prenaient d'assaut les hôtels, partageaient les chambres, ripaillaient à tous les étages. Flo Kitty regrette que cette époque soit révolue en France. Elle est convaincue que la fête continue en Californie. Elle doit y rejoindre Manu, son chéri, à Los Angeles, sur la côte pacifique. D'ailleurs, en cette fin d'après-midi, dans le décor de l'Indiana Café, à la croisée du boulevard Voltaire et du Grand Ouest, elle est un peu aux États-Unis. Chapitre 5. Métal chrétien. Le concert des strippers doit se tenir à la Locomotive le 7 juin 1987. Greg et ses amis de Libertine Lips, Raph et Manu, attendent la date depuis longtemps. Le groupe américain a rendu mondialement célèbre le métal chrétien. Un mouvement né au début des années 1970, entre la Jesus Music et le rock psychédélique. Le nom de la formation correspond à l'acronyme d'un extrait de la Bible du roi Jacques. Par la rédemption, la force conduit à la paix, l'encouragement et la justice. Strength through redemption, yielding peace, encouragement and righteousness. Le message évangélique de Stripper prend à rebours l'esprit du heavy metal, qui encense d'ordinaire la luxure et les psychotropes. Si les trois amis apprécient ce groupe, c'est moins pour sa défense de la foi chrétienne que pour sa tonalité glam. Ce jour-là d'ailleurs, ils s'amusent d'une coïncidence. Le concert tombe un dimanche de Pentecôte. Dans la salle, une forêt de chevelures frémit sous les riffs de guitare. Les musiciens jettent des bibles à la foule. Pendant que le groupe interprète Calling on You, premier succès mondial du métal chrétien, Raph et Manu sympathisent avec deux Anglais de Nottingham. L'un joue de la basse, l'autre de la batterie. Eux aussi sont des inconditionnels de glam metal. Après avoir échangé adresses et numéros, les Français et les Britanniques promettent de se revoir, évoquant même l'idée de jouer ensemble. Dans les jours qui suivent le concert, alors que Stripper poursuit sa tournée aux Pays-Bas, Raph et Manu font un essai avec les Anglais. Ils sont tous enthousiastes. Leur style s'accorde parfaitement. Du jour au lendemain, comme on le fait à 20 ans, les deux Français partent s'installer à Nottingham, pleins d'espoir pour Libertine Lips. Greg, lui, reste à Paris, sans ses grands frères d'adoption. Mais Raph et Manu ne s'encroutent pas dans les Midlands. Ils reviennent souvent en France pour voir leur famille, leurs amis. On se retrouve au Gibus le mardi soir, bien sûr, mais aussi au Grillon, dans l'Essonne. Ils y croisent Florana. La jeune femme en barésie traîne avec des musiciens qu'ils connaissent vaguement. De retour en Angleterre, Raph et Manu envisagent de quitter Nottingham pour vivre à Londres. Le bassiste et le batteur anglais, de leur côté, refusent de s'éloigner des Midlands. En 1988, les deux Français sautent le pas. Ils migrent vers la métropole britannique sans les musiciens de Nottingham. Ils posent leurs valises en périphérie de Londres, dans des chambres minuscules au loyer hors de prix. Si les Libertine Lips ont investi la capitale du glam rock, il leur manque. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.